maintenant, on va passer à autre chose. C'est le dernier truc. Voilà, c'est un truc qui est quand même assez intéressant. Ça décrit un plan, toujours de Hugo Cabret. Je ne sais pas si le son va marcher là. Avec le commentaire de Rob Legato. Et alors, Rob Legato, alors au début, le premier plan qui est montré n'est pas Luma, mais à un moment donné, on va commencer sur une succession de plans Luma. Et non, apparemment, le son ne marche pas. Alors, je ne sais pas s'il faut peut-être se mettre ailleurs. On n'a pas fait l'essai sur. Alors, je ne suis pas sûr si c'est jamais eu. Bon, sinon, je vais commenter. Non. Pardon. Ouais. Donc, en fait, donc, alors, ce plan-là n'est pas un plan Luma, mais c'est un petit peu plus loin que commence le plan Luma. Donc voilà, donc il parle de Goodfellow-esque plan, d'un plan Goodfellow-esque. Alors, je sais pas si vous avez vu les Affranchis, les Goodfellows, et il y a un plan au Steadicam qui est assez mémorable c'est Ray Liotta, je crois, qui descend par les cuisines dans le Copacabana. Oui. Dans ce club. Et donc, c'est un plan séquence très, très long qui est vraiment un chef-d'œuvre de plan Steadicam. Et donc, c'est là qu'il parle de plan Goodfellow-esque. OK ? Donc, un plan en continuité qui suit une action toute en continuité. Sauf que là, ce plan qui est décrit là dans The Making of, il est composé de 5 plans, dont 4 à la Luma et le dernier au Steadicam. Et tout est en continuité. Et les techniques de prévision de 7 ont été très utiles pour ce plan parce que ça a permis aux réalisateurs, toute l'équipe, de voir les compléments de décor. Donc, the journey tells the story. One of them is going straight from the clock, and he runs basically the camera tilts down, and then he basically goes down a ladder, and he skids down it, which is my, donc tout ça, ce sont des plans Luma. If I were a kid, I wouldn't want to climb down a ladder, besides the fact it would take too long, and to show off his exuberance or his, mastery of his environment. To do that, of course, as you said, well, that's unsafe, you can't do it. So we had built basically an elevator with the 2 rungs, and then we put all of Donc, le complément des barreaux de l'échelle. And got rid of the little green thing that he was on. The physical effects guys are driving it down while our camera, which is on the Luma crane, chasing him down. And then the set was built in such a way that once he gets chased down, I now push forward to him to go to the coal chute, and that's the end of that set. So that was that portion. And then the next thing was sort of interesting. The coal chute area is there's no physical way to get a camera around, 226 to the things is impossible. So what I came up with was I could have the crane basically just go straight down and rotate the coal chute underneath the camera. So basically it's going in as if it's like the threads of a screw. Donc là, les compensations de trajectoire de la Luma, la descente verticale était faite justement par ces assistances informatiques de la Luma 2. The hard part is lighting something that's stationary to look like it's moving, 360 degrees. So of course, the lights have to move with it, doesn't it? The lights have to move with it. So I had a bunch of lights around the room that I would just turn on and off. And we switched kids too. We had the real kid for the opening portion of the shot, and then we switched for sliding down the ladder and going to the chute. The coal chute is the stand-in. Then going down the coal chute is the stand-in, and then I shot the next chunk of it, which is he now runs through and jumps up and he taps the
the light, and I sort of threw that in there because that's what I would do this was my background. I mean, when I was a kid, I would always jump and see how high I could hit whatever's. Toujours en Luma, là, toujours la suite du plan, quatrième plan Luma, et là, c'est le plan Steadicam. Here's how comfortable he is. He does this all the time, and there's a little tick of him doing it all the time. Donc, et Jean-François peut peut-être dire un mot, parce que Jean-François était présent sur ce tournage, alors pas pour Solitrack, mais pour... tu peux expliquer, Jean-François? Oui, c'est vrai que à l'époque déjà Solitrack n'existait pas, puisque c'était en 2009 ou 2010, je crois, le tournage d'Hugo Cabret. Et c'est justement un peu le tournage, nous, qui nous a incité à développer quelque chose de plus facile à mettre en œuvre, puisque sur le tournage d'Hugo, donc excepté pour la Luma qui était déjà prééquipée, où c'était assez rapide à mettre en œuvre pour faire de la prévise, on utilisait des codeurs qu'on démontait à chaque fois, qu'on venait remonter sur chaque nouvelle grue. Ça prenait 3 quarts d'heure par plan. Donc ça veut dire qu'il n'y a que seul un Scorsese qui peut se prendre le luxe d'aller se reposer pendant 3 quarts d'heure et puis d'attendre que son plan soit prêt et puis de revenir ensuite. Donc c'était très long à mettre en œuvre. Et nous, la partie dont on s'occupait, c'était d'afficher les éléments, déjà de recaler cette caméra virtuelle en prenant compte, on mesurait tous les axes à la main, on mesurait les angles, donc c'est ça qui prenait du temps. Et après, on venait recaler ça dans un logiciel qui s'appelle Motion Builder, qu'on utilise encore aujourd'hui, puisque ce que vous avez vu sur les plans de The Walk, c'est aussi Motion Builder qui affiche les éléments de synthèse. C'est devenu un peu le standard, hein. Cameron l'a utilisé sur Avatar, c'est le logiciel qui a été adopté, on va dire, pour la prévise cinéma. Et donc nous, on s'occupait de cette partie Motion Builder sur Hugo Cabret. Et donc les plans qu'a montré Jean-Marie, je les reconnais bien, puisque c'était moi qui étais opérateur Motion Builder à l'époque sur ces plans. Et donc je les ai vus se créer. Et donc on affichait les éléments de prévise grâce aux informations d'encodeur qu'on avait, d'une part avec la Luma, quand la Luma était utilisée, et d'autre part sur des codeurs qui étaient aménagés spécifiquement pour chaque plan donc sur le film. Et donc la prévise, ça a duré 4 mois, hein. C'est-à-dire que pendant 4 mois, on était tous les jours sur le tournage, en même temps que tout le reste des équipes, quoi, et tous les jours, on proposait quelque chose à visualiser au réalisateur. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelques questions déjà, oui, je sais. Bonjour Jean-Marie. J'avais une petite question juste pour revenir sur la question de tout à l'heure. Dans le cas de plan justement où on commence par exemple par une caméra virtuelle, qu'on enchaîne avec un mouvement de Luma réel sur le plateau et qui par exemple peut se continuer par un mouvement de caméra virtuelle, est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement de pouvoir commencer le mouvement de la Luma par une motorisation qui nous donne la vitesse de la caméra virtuelle, continuer le plan avec la grue manipulée par le machinot et finir le plan par une motorisation qui permette d'avoir la vitesse et la direction qui va suivre dans le mouvement de caméra virtuelle. Donc c'est quelque part de faire un départ et un arrivée de mouvement en corrélation avec le mouvement de caméra virtuelle et qui serait donné justement par une motorisation. Quand tu dis motorisation, tu penses à quoi? C'est le fait que c'est pas le machinot à ce moment-là qui lance le mouvement, mais que le mouvement est lancé par des moteurs, de manière à pouvoir avoir la même vitesse que la caméra virtuelle. Ensuite, c'est vraiment le machinot qui fait le mouvement. Oui, alors là... Jean-Marie va répondre, mais on s'égare un petit peu parce que là, on est hors sujet, si je puis dire, par rapport à la Prevision 7. Hein. Donc Jean-Marie répond, mais essayons de nous concentrer sur le sujet. Là, on parle de machinerie, de motion control, Oui, alors très, très brièvement, en fait, non, ce serait physiquement pas possible de le faire parce que les inerties en jeu sont énormes. Et par exemple, il y a la seule grue qui existe actuellement qui fait ce genre de choses, enfin qui pourrait faire ce genre de choses, c'est la Technodolly. Mais son bras fait 4 mètres et déjà, lorsqu'on fait des mouvements rapides avec cette grue de 4 mètres, les problèmes d'inertie à gérer sont très énormes. Donc, malheureusement, ça n'est pas possible. Mais je comprends bien l'idée. Cependant, on parle de motion control. On a imaginé en début de projet, effectivement, utiliser du motion control qui puisse bénéficier en fait d'une prévise de pré-prod. Au travers de laquelle le réalisateur a calé ses caméras, ses trajectoires de caméra. On arrive sur le set, on utilise ces trajectoires
de caméras en fait fixées dans un logiciel de modélisation. Et puis on envoie ça sur le motion control. Cependant, c'est jamais parfait en fait, et ça n'ouvre pas d'opportunité pour la créativité sur le set. Et donc on a abandonné l'idée, mais peut-être dans le futur, pour certains plans, effectivement, ce sera praticable d'utiliser des motion control, qui n'est pas tellement finalement déployé sur les plateaux, d'après ce que j'ai compris, très compliqué. Non, alors le motion control n'est plus du tout, quasiment plus déployé sur les plateaux pour des raisons d'ergonomie, en fait, tournage. Hein, bon. Mais surtout, je pense qu'il faut préciser le fait que la Prevision 7, c'est quelque chose dont l'objectif est de redonner de la liberté sur le tournage. Donc, c'est plutôt d'analyser ce qui se passe sur le tournage pour pouvoir le traiter dans le monde de la synthèse, plutôt que l'inverse, qui serait de préparer un mouvement et d'imposer, par l'usage du motion control, ce mouvement sur le plateau. Donc là, on est à l'inverse de ce qu'on veut. On serait à l'inverse de ce qu'on veut. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment redonner, sur des films à effets spéciaux dans lesquels il y a une forte hybridation réelle-virtuelle, redonner la liberté qu'un metteur en scène a sur un plateau normal, de choisir son point de vue, de changer d'avis, de décider d'un nouveau mouvement, et que le dispositif soit capable de suivre ces improvisations. Voilà, à terme, l'objectif, c'est de permettre à un metteur en scène d'improviser dans un univers virtuel ou dans un univers hybride virtuel-réel. Alors, je pense qu'on a compris, on pourra y revenir après, mais que le tracking caméra est un point essentiel. C'est vraiment le centre de la problématique de la Prevision 7. Il y a encore une question. Ouais. Il y a encore une question. Pardon, bonjour. Rapidement, si on utilise du tracking par marqueur contextuel d'objets, ça fait redondance ou c'est un ajout à une grue, par exemple, qui est encodée, qui est complètement encodée? On utilise les deux systèmes en même temps? Alors, ça peut être le cas. En fait, l'intérêt du système optique, c'est déjà la rapidité de mise en œuvre. Bon, le cas de la Luma, c'est rapide puisqu'elle est complètement préconçue comme ça. Hein. Oui. Non, juste la Luma, effectivement, c'est 5 minutes. Oui. Une fois qu'on a, on a rentré les paramètres dans la page de réglage, on a pris les codes de la Luma. Après, c'est fonctionnel. SolidTrack, ça se veut assez rapide aussi à mettre en œuvre. C'est une question de compensation. Enfin, SolidTrack, c'est un système optique, donc avec les aléas que ça peut comporter, de masquer la caméra, ou alors à un moment donné, il y a un plan au milieu d'une foule, notre caméra témoin voit plus rien. Donc là, à ce moment-là, on ne peut pas faire de traitement optique. Donc c'est là qu'intervient l'intérêt d'avoir une grue encodée ou d'avoir un système autre qu'un système optique qui vient fournir le signal de caméra tracking. Après, c'est complémentaire dans le sens où, en fait, pendant le projet, avant que Luma ne crée les algorithmes pour compenser, par exemple, la flèche de la grue, SolidTrack permettait de positionner correctement la caméra de manière globale dans la scène. Et après, on pouvait utiliser en relatif le mouvement des encodeurs de la grue, puisqu'on avait utilisé le système optique pour être bien calé à l'image. Et ensuite, on utilisait les codeurs de la Luma pour faire le reste du mouvement. C'est un peu comme ça qu'on peut utiliser l'un ou l'autre. Les deux systèmes sont censés pallier les difficultés des uns et des autres. C'était expliqué dans le début du film que tu as raté, Daniel. En fait, il existe plusieurs dispositifs de tracking. Jean-François a évoqué le détournement du système de motion capture au profit de la caméra, le système Lightcraft qui est basé sur l'analyse d'images, mais avec des mires placées au préalable et avec une connaissance de l'emplacement de ces mires pour modéliser l'espace. Le système Solidanime qui, lui, est basé sur l'analyse d'images, mais avec des mires naturelles. Le système Luma qui, lui, est basé sur les codeurs, sur la machinerie. Tous ces systèmes-là ont des avantages et des inconvénients. Chacun a des avantages et des inconvénients. L'idée, dans le projet prévu, c'était de compenser les faiblesses de l'un par les atouts de l'autre, et réciproquement. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est pas au bout des pistes sur le tracking caméra. Il y a d'autres recherches qui se font un peu partout. Et donc, on n'est pas au bout de nos surprises éventuelles sur l'avancée dans ce domaine-là. On va, parce que le temps passe, on va aborder maintenant le deuxième sujet,
qui est celui du compositing. Donc, Gérard Briand de Technicolor va nous parler de manière générale de la problématique compositing sur la Prevision 7, compositing temps réel en direct sur le plateau, et plus particulièrement d'une nouvelle option offerte par des innovations technologiques qu'on appelle le compositing basé profondeur.